Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous pour vous parler de la culture et des humanités. Alors, qu'est-ce que on entend par là? Et pourquoi j'ai choisi cette photo d'abord? Est-ce que quelqu'un est capable de me dire d'où vient cette photo? Oui. C'est Saint-Pierre de Rome. C'est Saint-Pierre de Rome, absolument. Qui est? C'est ça? Voilà, bravo. Donc ici il y a marqué Tu es Petrus et super. Quelqu'un peut donner dessus? Et super Hanc Petram. Tu es Petrus et super Hanc Petram edificavo ecclesiam meam. Ce qui veut dire, oui. Tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Tu es Pierre et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Ce que dit Jésus à Saint-Pierre pour lui montrer bien que c'est lui qui reçoit le dépôt de la foi chez les apôtres. Mais ce qui est très intéressant, par un cours de catéchisme que je vous fais, ce que je veux vous dire avant toute chose, c'est que pourquoi est-ce que je m'arrête sur cette photo, sur cette chose-là? Parce que ici on est sur le dôme construit par Michel-Ange à Saint-Pierre de Rome, et donc la pièce maîtresse de toute la chrétienté dans le monde, qui s'est répandue dans le monde, et qui a donc répandu une langue, le latin, une culture, la culture grecque et la culture latine, à travers le monde entier. Partout où l'Église a été présente, eh bien, elle a répandu cette culture, elle a répandu cette langue. Et c'est un petit peu ce que je voulais vous faire sentir, c'est cette importance au centre même de ce qui est devenu en quelque sorte le centre du monde chrétien, de cette diffusion de cette culture. Et alors en plus, ce qui est très intéressant, c'est que ce mot même, Petrus, Pierre, le premier pape, Petrus, c'est un mot qui est à la fois latin et à la fois grec. Alors pourquoi? Comment est-ce qu'on dit une pierre en latin? Que quelqu'un sait? C'est pas lapis. Bravo. C'est lapis. C'est pas pierre, c'est pas Petrus. C'est lapis. Lapis, c'est la pierre en latin. Alors le latin, c'est une langue qui a évolué. C'est une langue, il y a d'abord du latin classique. Ensuite, elle a évolué comme la langue française. On ne parle pas aujourd'hui comme on parlait à l'époque de Rabelais, d'accord? Ou au XVIe siècle, ou même avant. Donc la langue, voilà, par exemple, regarde, tu vois. Donc la langue, elle change forcément. Et pourquoi est-ce que c'est devenu Petra? La pierre, c'est devenu Petra. Parce que, en grec, la pierre, c'est épétré. Vous voyez, c'est ce mot-là. Et il faut vous dire qu'à l'époque de l'Empire romain, il est séparé en deux. On a à l'Occident, la langue principale, c'est le latin, et à l'Orient, la langue principale, c'est le grec. Mais c'est le même empire. Et il y a beaucoup de gens qui se baladent, etc. Et surtout, les grandes familles utilisent ce qu'on appelle des pédagogues. Il y a d'ailleurs encore un mot grec, un païdos, c'est l'enfant. Des pédagogues pour enseigner à leurs enfants des pédagogues grecs. Et donc du coup, le grec se répand énormément dans l'Empire romain, et même un petit peu avant. Je pense que César lui-même, il parlait grec très, très facilement. On dit même que ses derniers mots, tout coco hémiphilie, malheureusement pour les pages du dictionnaire, c'était pas tout coco hémiphilie, mais c'était en grec. Mais tout ça pour vous dire que donc dans ce mot Petrus, donc la Petra, vous avez à la fois ce mot latin, la Petra, le mot du latin commun de la fin de l'Antiquité, vous avez aussi la pétrée, qui est cette pierre grecque. Donc dans un mot, vous voyez, ce mot suffit à résumer en quelque sorte le propos de dire que c'est deux cultures, la culture grecque, la culture latine, et sont la base de toute notre culture, et d'une culture qui est aujourd'hui répandue dans le monde entier, et de laquelle nous sommes totalement partie prenante. Alors qu'est-ce qu'on entend par culture, qu'est-ce qu'on entend par humanité? Tout d'abord, il y a toujours eu, depuis la chute de l'Empire romain, une volonté de retourner à l'antique. Vous savez, il y a eu plein de renaissances, tout le temps, dès la chute, les barbares, qu'est-ce que font les barbares, le Clovis, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait baptiser. Donc il épouse la religion de ceux qui viennent conquérir, et le christianisme, mais il épouse aussi leur culture. Les textes, elles vont être écrits en latin avec l'alphabet latin. D'accord? Donc cette culture, toute la culture gréco-latine, elle va passer à travers l'Église, à travers les monastères, elle va arriver jusqu'à nous. Et chaque souverain, chaque période va vouloir avoir sa propre renaissance. Qu'est-ce que ça veut dire renaissance? Ça veut dire un retour à l'antique, retrouver cet âge d'or qui était l'antiquité gréco-latine. On peut commencer par Charlemagne. Qu'est-ce qu'a fait Charlemagne? Eh bien, il veut devenir empereur. Pourquoi? Pour retrouver l'Empire romain. Il veut refaire l'Empire romain. Il va créer ce qu'on appelle la minuscule Caroline, qui est une lettre
qui permet de se rapprocher au mieux de la façon dont on écrivait de façon cursive, hein, pas en majuscule, de façon cursive à l'époque romaine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fonder des écoles, il va fonder des monastères, il va remettre le latin au cœur de la liturgie. Et surtout, qu'est-ce que comme son sceau? C'est ce que c'est qu'un sceau, hein? Un sceau qui lui permettait de signer. Qu'est-ce qu'il avait écrit sur son sceau? Il avait écrit Renovatio Imperi Romani, ce qui veut dire le renouveau de l'Empire romain. Donc vous voyez que toujours dans toute notre histoire européenne, hein, pas uniquement française, il y a cette volonté de retourner vers l'Antiquité, vers cette culture et de perpétuer cette culture antique. Voyez, et peu à peu, si vous voulez, cette culture antique, eh ben, évidemment, elle a connu un renouveau énorme à la Renaissance, à partir du XVe siècle. Et il y a tout un tas de penseurs qu'on a appelés des humanistes qui l'ont vraiment mis en avant, même si elle n'avait jamais été perdue, mais qui l'ont vraiment voulu qu'on retrouve le latin, qu'on retrouve le grec. Alors parmi lesquels vous avez Erasme, dont vous avez un portrait ici, qui lui faisait vraiment une complémentarité entre les littéraires sacrés, donc les lettres sacrées, tout ce qui avait attrait à Dieu, à la théologie, etc. Et puis les studia humanitatis, donc les études des humanités. Pourquoi? Parce qu'elle s'adressait plus aux hommes, elle s'adressait plus à Dieu, pardon, elle s'adressait aux hommes. Et ces études, eh bien, c'était la philosophie, l'histoire, le latin, le grec, toutes ces choses qui permettaient de créer ce qu'on a appelé ensuite l'honnête homme. Donc l'honnête homme du XVIIe siècle, vous en avez peut-être déjà entendu parler en français. L'honnête homme, c'est celui qui a toute cette culture, voyez, et qui s'intègre dans un groupe. Et voilà ce que disait Erasme. Ça, c'est assez intéressant pour vraiment comprendre le fond du problème de la culture, du sujet de la culture. Homines non unas cultur, sed si cultur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, alors entre parenthèses, Erasme, il n'est pas français. Erasme, c'est un philosophe, et c'est un religieux d'ailleurs, il est chanoine, qui vient de Rotterdam, aux Pays-Bas. Donc sa langue natale, c'est pas le français. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il communique avec tous les savants de son époque grâce au latin. Et le latin est universel parce que tous les savants de l'époque parlent latin. Donc, vous voyez, là, vous avez une phrase en latin, mais qui était comprise à la base par tous les savants de son époque. Vous voyez, donc il y a ce côté universel. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire les hommes ne naissent pas hommes, mais le deviennent par l'éducation. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ben, un arbre, quand il y a une graine qui est plantée, dès que les premières feuilles vont éclore, c'est déjà un arbre. Vous voyez, une girafe ou une vache, quand elle accouche, son bébé, le veau ou le girafon, tout de suite il va se mettre debout, il va déjà savoir marcher. Essayez de faire quelque chose avec votre petit frère ou votre petite soeur qui vient de naître, ça ne donnera pas grand chose. Il ne va pas marcher. Vous voyez, c'est même un peu bon. Il ne peut pas faire grand chose le bébé, vous voyez. Et c'est ça qui veut dire, c'est qu'en fait, l'homme c'est un être de culture. Tout ce qu'il sait faire, il le sait parce qu'il a appris. Vous voyez, parce qu'on lui a transmis, parce qu'il l'a reçu. Vous voyez, il ne va pas faire les choses tout seul. Apprendre à parler, c'est parce qu'il va avoir entendu parler autour de lui. Vous voyez, il va avoir reçu. Et c'est tout ça, cette culture. Vous voyez, c'est ça qui est important. Donc, c'est en ça que Erasme dit les hommes ne naissent pas hommes, mais ils le deviennent par l'éducation. Et donc, toute cette culture, toute cette éducation que vous allez recevoir, qu'on va vous transmettre, et que vous allez transmettre à votre tour, ce sera tout ce que vous êtes vous-même en vérité. Vous voyez, ça va définir vraiment ce que vous êtes. Et ça, c'est essentiel de bien le comprendre, parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre d'être libre, ce qui va vous permettre de vous faire votre propre idée des choses, voyez, et ce qui va vous permettre de ne pas obéir aux injonctions d'autres personnes, parce que vous aurez du recul, vous serez conscient de ce que les autres essayent de vous faire faire, voyez, parce que vous avez cette culture. Et ça dans toutes les choses, même dans les métiers les plus manuels. Je vous donne un exemple. Bon, un tailleur de pierre, on va attendre de lui qu'il sache bien tailler une pierre. Logique. Mais il y aura quand même une différence entre celui qui va savoir parfaitement techniquement la tailler et celui qui va derrière mettre quelque chose de supérieur, qui va mettre toute sa culture. Vous voyez, c'est tout ce qui fera la différence entre une sculpture à Notre-Dame de Paris et puis une maison achetée sur catalogue. Vous voyez, c'est toute la différence. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça, cette volonté de faire en sorte de rechercher la perfection même dans les choses les plus, on va dire, triviales, que ce soit une table, ça nous vient de l'Antiquité gréco-latine, ça nous vient des philosophes grecs, ça nous vient de la vision romaine de la connaissance. Les Romains, pour la science, la connaissance, n'imaginent pas quelque chose de purement technique. Ils peuvent avoir une technicité extrêmement élevée. On le voit par exemple, la coupole du Panthéon à Rome, elle est extrêmement technique. Elle est extrêmement large, elle est même plus large que la coupole de Saint-Pierre. Ils avaient acquis une technique énorme, mais ils le devaient aussi à la théorie, à toutes les connaissances qui étaient derrière, et les connaissances qui étaient très larges. Vous voyez, ce qui fait que c'est pour ça que quand ils parlent
quelque chose, d'une technique qui parle d'art, artes, vous voyez. Et c'est tout ce qui fait la différence entre celui qui fait simplement le fabricant, vous voyez, hein, le faber, qui fabrique en latin, et l'artefactor, celui qui va faire l'art. D'ailleurs, en français, on a gardé cette idée, on dit toujours un artisan. Vous voyez, un artisan, il va faire cet art, parce qu'il va allier une technique parfaite avec une connaissance, une culture énorme qui lui a été transmise, qu'il a reçue, vous voyez, et qui va transmettre dans la chose qu'il va construire. Et alors pourquoi je vous mets ces deux églises-là? Est-ce que vous reconnaissez ce que c'est ça d'abord? Quelqu'un? Oui. Dis-moi. C'est Notre-Dame de Paris, absolument. Et là, peut-être un peu plus difficile, oui? C'est à Rome. C'est à Rome, ouais. Saint-Paul-et-Major. C'est Saint-Paul-et-Major. Non, c'est Saint-Paul-hors-les-Murs, mais c'est effectivement une basilique romaine de Constantinienne. Donc c'est une des premières basiliques qui a été construite. Saint-Paul-hors-les-Murs, c'est une des premières basiliques construites à l'époque de Constantin, donc juste après l'édit de tolérance, qui a permis aux chrétiens d'exprimer leur foi. Alors, l'édit de tolérance, édit de Milan, la date? Oui, 313, bravo. Donc du coup, c'est intéressant parce que c'est la première cathédrale de Rome, c'est d'ailleurs toujours la cathédrale de Rome. Donc là, on a pris un plan qui existait déjà, François Christ, qui était le plan de la basilique. Donc pourquoi? Parce que c'est dans les basiliques que le basileus, qu'est-ce que c'est le basileus en grec? Quelqu'un le sait? Basileus, c'est le roi. Pardon. Donc c'est le roi, et donc le Christ était considéré comme le roi, bien sûr. Donc la basilique, c'est l'endroit du roi. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, bon, a priori, il n'y a pas de grand rapport, à part que ce sont des églises entre ces deux choses-là. Mais c'est bien pour vous montrer que l'architecture, c'est pas simplement de la technique, il y a toute une réflexion derrière. Regardez Notre-Dame de Paris. On est au XIIe siècle, l'église dont la première pierre a été posée par Alexandre III en 1163, donc à l'époque gothique, au XIIe siècle, on est bien loin du IVe siècle, d'accord? Et pourtant, il y a une volonté de revenir à l'Antiquité quand Maurice de Sully, qui est l'évêque de Paris, fait construire cette église, et toutes les églises gothiques qui ont été construites à cette époque, comme Saint-Denis notamment, les gens qui les ont construites, les ont fait en pensant, en voulant se rapprocher de l'Antiquité. Vous avez ici, regardez, et on le voit d'ailleurs, ces églises à forêt de colonnes, vous voyez, ces enfilades de colonnes, qu'on retrouve aussi à Notre-Dame de Paris, alors que c'est assez artificiel, puisque ici, en fait, vous voyez, on est dans une architecture gothique qui est très complexe. On a des croisées d'ogives, vous voyez, on a des arcs diaphragmes, on a des grandes arcades, et tous ces arcs-là doivent retomber sur un pilier qui est articulé. Donc vous voyez d'ailleurs ici les petites colonnettes qui montent pour aller soutenir les ogives. Mais malgré tout, on a voulu donner cette forme, vous voyez, cette forme de colonne, comme si c'était des colonnes antiques avec ces chapiteaux qui ressemblent un peu aux chapiteaux corinthiens. Vous voyez, il y a une volonté de retourner vers l'Antiquité. Parce qu'on affirme cette culture, on affirme ce substrat, ce dépôt culturel que l'on veut transmettre. Vous voyez, on veut mettre nos pas, à cette époque-là, dans la Rome antique, dans toute cette culture-là. C'est très intéressant, c'est très important. C'est vrai aussi même pour l'architecture gothique. Quand on voit une église gothique, et franchement aujourd'hui, une église gothique, c'est pratiquement ce qu'on voit le plus en Europe, puisque même dans le monde en fait, puisque le XIXe siècle a repris très majoritairement le style gothique pour faire le néo-gothique. Vous allez à Troyes, vous allez à Ouescal, vous allez avoir des églises néo-gothiques partout. Donc le gothique, c'est vraiment quelque chose que vous voyez tout le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que le gothique, il a été créé en Île-de-France, autour de deux grands foyers, qui sont l'abbaye Saint-Victor à Paris et l'abbaye de Saint-Denis, avec l'abbé Suger, qui était le conseiller du roi de France Louis VI le Gros, que certains connaissent pour d'autres raisons. Et ce qui est très intéressant, c'est que Suger, lui, il voulait aller chercher, retrouver l'Antiquité. Il avait fait traduire des textes grecs, notamment d'Aristote, de Platon, de grands philosophes grecs. C'était des gens qui s'exprimaient en latin. Et parmi ces textes, il y a un texte qu'on appelle un néo-platonicien, c'est-à-dire un philosophe qui suivait la philosophie de Platon, après Platon, qui s'appelait Denis, qu'on appelle aussi le pseudo-Denis l'Aréopagite. Et ce Denis-là, il disait qu'en fait la lumière, elle est immanente, c'est-à-dire qu'elle est à la fois présente partout, mais en même temps on ne peut pas la toucher. La lumière, quand là on est dans une salle, on ne peut pas vraiment dire d'où vient la lumière. Il n'y a pas d'origine vraiment de la lumière. La lumière qui nous permet, finalement, c'est
c'est ce que pense Denis, la lumière, elle nous permet de révéler les choses. Et on peut même se demander si c'est pas elle qui les crée finalement, parce que si je peux voir ces couleurs, le bleu, le orange, vous voyez, toutes ces couleurs, ce que vous voyez là, c'est parce qu'il y a de la lumière. Vous voyez, si je peux vous voir, c'est précisément parce qu'il y a de la lumière. Donc cette lumière, elle est créatrice et en même temps, elle est partout, nulle part. Donc pour sujet, c'était la présence de Dieu. La présence de Dieu qui est à la fois partout et nulle part. Et donc du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'est dit, eh ben, je vais développer une architecture dans laquelle la lumière va être continue. On ne va pas vraiment savoir d'où elle vient. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a une espèce de lumière dans ces églises qui vient un peu partout, on ne sait pas vraiment, elle est assez mystérieuse. Et il a développé ce qu'on appelle la lux continua. Et c'est ça qui a donné ces formes exceptionnelles et très étonnantes de l'architecture gothique, qui ont l'air très loin de l'architecture antique. Et pourtant, c'est la façon dont on a conçu et dont on a pensé l'Antiquité qui a influencé la façon dont on a construit ces églises. Vous voyez? Ça, c'est assez intéressant. Ça nous prouve bien qu'il y a une continuité historique. Alors, effectivement, pour prouver qu'on existe, il n'y a pas que la lumière, il y a aussi le bruit, et vous êtes en train de nous donner un bon témoignage de vos craquements de doigts, mais ça vous montre que la perception, qu'elle soit le bruit des craquements de doigts ou la lumière qu'on voit partout, eh bien, c'est une perception qui nous révèle la réalité et qui, finalement, c'est quelque chose qu'on a admis, vous voyez, qui est totalement dans notre culture. Alors, pour vous montrer en quoi est-ce que la culture est indispensable à la compréhension du monde, et pourquoi est-ce que, si vous voulez, moi, la culture, un enfant qui va savoir plein de trucs, être extrêmement érudit et qui ne va pas savoir s'en servir, je n'appelle pas ça de la culture. Vous voyez, quelqu'un qui sait plein de trucs par cœur, qui répète comme un perroquet, c'est pas ça la culture. La culture, c'est peut-être un enfant qui ne va pas forcément avoir reçu énormément de choses, qui ne va pas forcément savoir beaucoup de choses, mais qui va avoir cette curiosité intellectuelle d'en savoir toujours plus, de vouloir en savoir toujours plus, de vouloir chercher l'origine des choses, de vouloir comprendre les choses. Vous voyez, ça c'est assez important. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un état d'esprit, la culture, en vérité. La culture, c'est pas juste cette érudition, d'accord? La culture, elle permet de sortir aussi de la technicité, de faire quelque chose de purement technique. Quand vous êtes purement un technicien, bah vous savez très bien faire ce que vous devez faire, et il n'y a rien d'autre derrière. Et quand il va se présenter une situation qui est un peu plus complexe, qui n'est pas prévue dans la technique que vous avez appris, bah vous allez être démuni. Alors que si vous avez de la culture, vous avez peut-être lu. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que le mot culture vient de colere en latin. C'est pour ça que, par exemple, ça a donné en français un colon, un colonisé, c'est celui qui va cultiver la terre, qui est un culte. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot en français, comme en latin d'ailleurs, il a une ambivalence, c'est-à-dire qu'il a un double sens. Cultiver, ça veut dire à la fois cultiver le sol, la culture, c'est la culture du sol, on va faire pousser des légumes, des fruits, et c'est aussi cultiver soi-même, vous voyez, comme c'est une image, comme si on était un champ vide dans lequel il fallait faire planter des graines. Et moi, c'est un peu ce que je vous incite à faire, c'est voyez la culture comme votre champ personnel, dans lequel vous allez semer des graines. Et les graines, des plantes, vous avez, il y en a qui poussent tout de suite, le radis ça pousse tout de suite, puis vous allez mettre une graine de radis, puis un chêne, le chêne ça va mettre 30-40 ans à pousser. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont vous servir peut-être tout de suite, dans la culture, quand vous allez apprendre, puis il y a des choses qui vont vous servir dans 10, 20, 30, 40 ans, mais qui seront là quand vous en aurez besoin. Vous voyez, et c'est ça la culture, c'est ça ce champ. Mais si vous ne les avez pas plantés, et bien dans 30 ans, ce sera trop tard pour les planter, parce que ça va mettre 30 ans à pousser. Vous voyez. Et pourquoi est-ce que ce mot culture, même, il a ces deux sens? Parce que au néolithique, vous savez, à la fin de la préhistoire, au néolithique, les systèmes de production de la nourriture ont changé. On a commencé à travailler par l'agriculture, à travailler les champs, donc à devenir sédentaire. Avant, on chassait, on cueillait. Et quand on cultive un champ, le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps. Donc, celui qui va cultiver le champ, il ne va plus être capable, par exemple, de produire des objets qui vont permettre de cultiver, de recevoir la nourriture, comme des poteries. Il va falloir un potier qui fasse que ça. Il va falloir des gens qui protègent les cultures, il va falloir des gens qui fabriquent d'autres choses, vous voyez, qui fabriquent des maisons, etc. Donc, une société va se créer. Et qu'est-ce qui relie cette société? Eh bien, la production de nourriture, en vérité. C'est présence qu'elle s'est construite autour de ces champs, autour de ce qui permet la production de la nourriture. Donc, c'est pour ça qu'on va parler d'une culture. Tous ces gens-là, ils vont partager des choses en commun. Une langue, des références communes, des croyances communes, tout ça qui va leur permettre de se comprendre et de vivre ensemble. Et c'est ça qui va créer aussi une culture autour de la culture, au sens propre du terme. Vous voyez? Pour ça d'ailleurs, quand on parle quand on étudie l'archéologie, la préhistoire, le néolithique, bon, bah, comme il n'y avait pas d'écriture, on ne peut pas savoir le nom de ces peuples. Donc on les désigne par la culture, par leur culture. On dit par exemple la culture corniforme, parce que sur les poteries, ils faisaient des cordes, vous voyez, donc on les appelle une culture, quelque chose. Vous voyez, ça c'est intéressant. Et donc, si vous voulez, être une culture,
c'est avoir ces mêmes références, avoir cette même langue. C'est ça qui va faire qu'on ait, on ait une identité, vous voyez, commune, qui fait qu'on peut vivre ensemble, sans se taper dessus, vous voyez, pour avoir la plus grosse part du gigot de mammouth, d'accord? C'est un peu l'idée. Et surtout, cette culture, donc cultivez votre petit jardin personnel, votre petit jardin dans votre esprit, c'est très important. Et cette culture, elle vous permettra parfois même de vaincre là où vous n'avez pas forcément la force. Et vous avez mis cette phrase de Horace, Grecia capta ferum victorem cepi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la Grèce vaincue vainquit son farouche vainqueur. Alors, à travers la figure de style, ce qui est intéressant, c'est de se dire que Rome a vaincu la Grèce. La Grèce est devenue une dépendance dans l'Empire romain. Mais pourquoi Horace dit que la Grèce a vaincu Rome? Oui. Car en fait, la culture grecque, elle a vaincu la culture romaine, en fait. Ah oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, les Latins ont totalement absorbé toute la culture grecque. C'est devenu finalement leur propre culture. Ils l'ont assimilée. Comme tout à l'heure, on parlait des barbares qui ont assimilé la culture latine. C'est exactement pareil. Les Clovis, les barbares, les Francs ont totalement assimilé la culture latine. Ils sont devenus des Latins, comme les Romains sont devenus des Grecs. Vous voyez? Et donc finalement, par leur culture si riche, qui a inventé tant de choses, les Grecs, eh ben, ont continué, ont persisté, qui fait qu'aujourd'hui on parle encore des Grecs. On se souvient de Platon, d'Aristote, qui sont encore la base de notre philosophie. On se souvient même de la philosophie. La philosophie elle-même, c'est une notion qui a été inventée par les Grecs. Sans Grèce antique, pas de philosophie. Sans Grèce antique, pas d'histoire. Est-ce que quelqu'un fait du grec ici? Alors, est-ce que tu es capable, Victor, de lire ce qui est marqué là? Là, historié. Quelqu'un? Oui. Hérodotos. Donc l'histoire d'Hérodote. Et bien regardez, même l'histoire, elle a été créée par les Grecs. Hérodote d'Halicarnasse, c'était un Grec qui vivait au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et il est parti en Perse pour étudier, pour essayer de comprendre, ça c'est un trait typique des Grecs, hein, pour essayer de comprendre de la culture grecque, essayer de comprendre comment les Perses vivaient, pourquoi les Perses avaient vaincu une première fois Athènes. Et donc il a fait son enquête. Et donc quand il est revenu, et ben, il a écrit son livre qu'il a appelé Enquête. Et enquête en grec, ça se dit historia. Vous voyez? Donc en fait, tout simplement, cette volonté de transmettre ce savoir, de comprendre pourquoi, l'origine de pourquoi les Perses ont gagné, etc., et comment est-ce qu'ils vivent, tout ça, ça a donné notre mot historia. Et d'ailleurs, c'est intéressant, puisque lui-même, il le dit, je vous lis les premières lignes, les 3 premières lignes d'Hérodote, de l'Historia d'Hérodote. Hérodote d'Halicarnasse présente ici les résultats de son enquête, afin que le temps n'abolisse pas le souvenir des actions des hommes. Donc vous voyez, ce qui est important, c'est la culture, elle va s'épuiser dans la mémoire, dans ce qui s'est passé, ce que les gens qui ont fait avant nous ont précédés, ont pu faire de bien, de pas bien, et c'est ça qui va faire que nous sommes enracinés. Vous voyez, notre culture, elle nous enracine dans le sol. Un arbre qui n'a pas de racines, eh ben c'est un arbre qui, dès que le vent va souffler, va tomber. Vous voyez, le vent de la mode, une nouvelle mode va souffler, ben l'arbre va tomber. Un arbre qui n'a pas de racines, quand il va être face à des difficultés, le soleil va le sécher, voyez, parce qu'il ne va pas l'épuiser l'eau au fond de la terre grâce à ses racines. Et ben un homme sans culture, c'est comme un arbre sans racines, voyez. C'est un homme qui va suivre les modes et puis qui sera écrasé par la culture plus forte de quelqu'un d'autre. Voyez. Donc c'est pour ça, la culture vous permet d'être debout. Mais la culture, c'est avant tout une histoire de transmission. Mais ici, tradi quodacepi, une phrase latine de saint Paul, qui veut dire j'ai transmis ce que j'ai reçu. Saint Paul dit d'ailleurs je n'ai transmis que ce que j'ai reçu. Pour dire je n'ai pas ajouté de choses, j'ai transmis simplement ce que j'ai reçu. Et c'est ça ce qui est important, c'est la transmission. D'ailleurs, c'est encore un mot latin, tradere, c'est transmettre. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que ce que vous savez, on l'a dit vu par la culture, en tant qu'être de culture, vous ne devez que parce qu'on vous l'a appris, on vous l'a transmis. Et donc, si vous avez des enfants plus tard, ce que vous leur transmettrez, ce ne sera que ce que vous avez reçu. Vous n'allez pas inventer des choses. Vous voyez, on n'invente pas, on ne fait que recevoir. Donc c'est pour ça qu'il faut accumuler cette culture pour pouvoir la transmettre, pour qu'il y ait ce dépôt de la transmission culturelle qui continue et qui ne s'arrête pas. Que vous ne soyez pas le dernier maillon de la chaîne. Parce que vous êtes le dernier maillon de la chaîne, ce sera aussi le dernier maillon de votre civilisation et de votre histoire. Et ici, je vous montre cette verrière magnifique des vitraux de la cathédrale de Chartres, qui date du XIIe siècle. Et je vous mets en parallèle une phrase de Bernard de Chartres. Alors Bernard de Chartres, qui était-il? C'était l'écolâtre de Chartres. Alors,
avant l'université, c'est que l'université a été fondée au XIIIe siècle, notamment par Robert de Sorbon, à la cour de Saint-Louis. Mais avant, il y avait quand même des écoles supérieures qui étaient dans les cathédrales. C'était les évêques qui finançaient ces écoles. Et dans chaque grande ville, on avait une école supérieure qui était l'école cathédrale. Et Bernard de Chartres, qui était un breton, comme son nom ne l'indique pas, était l'écolâtre, donc le chef de cette école cathédrale de Chartres. Et il a cette phrase très intéressante, qui est vraiment, je pense, qui cerne le cœur du sujet. Nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants. Alors, vous comprenez bien que, comme c'est la cathédrale de Chartres, évidemment, et on a reproduit cette idée. Nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, certes, on se reconnaît plus petit que les anciens, on voit plus loin qu'eux, on voit plus loin que les Romains. On a maintenant plus de science aujourd'hui qu'à l'époque romaine. Mais pourquoi? Parce qu'on est juché sur les épaules des Romains, qui sont eux plus grands, eux énormes. Et si on voit plus loin, c'est pas simplement par notre propre mérite. C'est pas parce que j'ai l'impression que les Romains c'était des crétins parce qu'ils n'avaient pas d'internet. Non, ils n'avaient peut-être pas d'internet, mais si aujourd'hui on a internet, c'est parce que, ou d'autres choses, ou une voiture ou quoi que ce soit, c'est précisément parce qu'il y a eu toutes ces générations, vous voyez, qui ont créé des choses et qui ont créé un savoir dont aujourd'hui on est simplement les dépositaires. On n'est pas les propriétaires de ce savoir. Et donc, lui, il voit la même chose pour la liturgie, enfin pour l'histoire sainte. Vous voyez, vous avez ici les évangélistes, qui sont des tout petits bonshommes, jugés sur des géants, qui sont les prophètes de l'Ancien Testament. Donc en gros, ça veut dire, si vous voulez, que les évangélistes, ils ont écrit quelque chose, mais ils ne l'ont pas inventé. Ils se sont basés sur l'Ancien Testament. Vous voyez, c'est grâce à ces géants de l'Ancien Testament. Et bien Bernard de Chartres, il dit la même chose pour les anciens. Certes, aujourd'hui, je vois peut-être plus loin qu'Aristote ou Platon, mais eux étaient des géants par rapport à moi. Et donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est de ne pas mépriser ceux qui nous ont précédés, parce qu'on leur doit finalement un peu tout. Vous voyez. Ce qui est important aussi, c'est que cette culture gréco-latine, elle vous permettra de maîtriser le langage. Parce que sinon, vous ferez imposer le langage. Vous voyez. Et ça, on va le voir juste après. Et maîtriser le langage, ça va vous rendre libre. Ça va vous permettre de rechercher la vérité, et c'est la vérité qui vous rend libre. Maîtriser le langage, aujourd'hui, si vous voulez, c'est très important à l'heure où on vous matraque les choses tous les jours à la télévision, en permanence. Vous avez tout le temps les mêmes choses qui sont répétées, répétées. Et si vous avez cette culture, vous allez être capable de prendre du recul et de vous dire que bon, bah, finalement, ce qui m'est répété en permanence, ce qui est matraqué, ces modes ne sont peut-être pas forcément le début et la fin de tout. Il y a peut-être quelque chose d'autre derrière, vous voyez. Et ça, je vais pouvoir le faire parce que simplement j'ai cette culture, vous voyez. Oui, je vous parle de Gustave Thibon, qui est un philosophe agriculteur, un philosophe près de la terre, que j'aime beaucoup. Quand on lui parlait des modes et de l'ère du temps, de l'importance de l'ère du temps, on lui disait, vous savez, l'ère du temps, c'est surtout l'ambition d'une feuille morte. Se laisser guider par l'ère du temps, s'envoler, vous voyez. Et bien c'est ça en fait. Si vous vous laissez guider simplement par l'ère du temps, au fur et à mesure, sans avoir de racines profondes, vous serez une feuille morte. Et une feuille morte, elle va voler 5 minutes et puis après elle va retomber. Et elle va pourrir. Alors qu'une feuille verte, elle va s'épanouir, voyez, parce qu'elle a toute cette sève culturelle, et en fait c'est ça, la culture, c'est votre sève qui va faire fleurir et s'épanouir aux fleurs, voyez. Avoir appris les humanités, ça vous donne des outils. Ça vous donne des outils pour penser par vous-même, pour résister à une société qui aujourd'hui veut que vous soyez des pions. Je prends un pion ici, je le prends là. Aujourd'hui, toi tu travailles ici dans mon usine, demain mon usine elle sera dans un autre pays et tu ne travailleras plus. Le fait de se rendre indispensable par la culture, c'est ça qui va faire la différence. Voyez. Moi, j'enseigne à l'université catholique, à la Catho à Lille, à des étudiants qui sont en 3e année de licence et qui veulent avoir des grands postes, donc faire des grandes écoles de commerce, comme HEC, ESCP, etc. Et aujourd'hui, si vous voulez, quand vous faites... Moi, on m'a demandé de faire ce cours à la Catho précisément parce que les grandes écoles de commerce aujourd'hui, elles recherchent. Ce qu'elles recherchent, c'est pas quelqu'un qui va être technique, qui va savoir compter, bien vendre, etc. C'est pas uniquement ça, parce que ça, on va pouvoir le trouver partout dans le monde. Vous voyez, quelqu'un qui est hyper technique, qui sait très très bien programmer des programmes informatiques, vous allez vous trouver le même en Chine ou en Inde et il sera moins cher que vous. Et peut-être il sera meilleur que vous. Et il travaillera plus. Vous voyez. Alors que cette culture, vous voyez, et ben c'est ça qui va faire toute la différence. C'est ça qui va faire quand une situation inédite, inquiétante va se présenter que vous n'avez pas appris dans votre enseignement technique, et ben vous allez pouvoir imaginer, créer quelque chose grâce à cette culture. Vous voyez. C'est aussi ce qui va faire que, regardez, on a vu Notre-Dame de Paris.
Mais vous savez que Notre-Dame de Paris, jusqu'à ce que malheureusement elle brûle, c'était le premier monument visité en France et dans le monde. Premier monument visité du monde en termes de visiteurs. Pourquoi est-ce que autant de milliers de Chinois viennent voir Notre-Dame de Paris? Pourquoi autant de millions de Chinois, d'Asiatiques ou d'autres peuples du monde viennent en France acheter des sacs de luxe français, manger dans des grands restaurants français? Oui. Parce qu'on est reconnu.